hey, ha, hey, 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 ha, hey, 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 ha, ooh, 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 hey, 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 Alors bonjour, tout d'abord merci de prendre le temps d'écouter ce podcast parce que évidemment sa création tient à votre écoute. Bien sûr que c'est hyper important pour moi, la voix qui vous partage cet épisode du podcast Ubundahe Hanoa, résilience en Kinyarwanda. Pourquoi avoir un podcast qui a un mot mais deux traductions? Parce que je voulais montrer le lien entre le Rwanda et la Belgique. Ubundahe Hanoa, résilience, est un projet que je porte depuis quelques années. Je, qui est Marianne ou Colette. Marianne pour mon prénom d'adoption, Colette pour mon prénom de naissance. Je suis la créatrice de ce podcast, un podcast qui est à la fois pour autrui et à la fois aussi une réparation de mon histoire personnelle et familiale adoptive. Je trouvais qu'il était important de marquer ces archives, de les partager et de les rendre accessibles sur les diverses plateformes parce qu'il faut, je pense, encore plus en cette année des 30 ans de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, marquer ces connaissances et ces témoignages et ces expériences de personnes qui sont de très près ou d'un peu plus loin, marquées par cette histoire et ces 100 jours de l'horreur. Et donc aujourd'hui, cet épisode se nomme Bounty. Bounty parce que on parle d'adoption de personnes qui sont rwandaises d'origine et qui ont été adoptées en Belgique. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants et adolescents qui, par la suite, en fait, ont été, ou durant le génocide ou durant la guerre civile, ont été adoptés par des parents adoptants belges. J'avais envie de donner cette parole et ce micro à ces personnes qui ont dans leur chair ou dans leurs origines cette histoire, mais qui en ont été déracinées. Et donc, qu'est-ce qui reste 30 ans après de ces héritages? Et aujourd'hui, je vous invite à écouter Gabrielle. Gabrielle, on se connaît puisque nous étions dans le même orphelinat. Et nous avons aussi eu la chance, je ne sais pas si pour lui c'est de la chance, mais grandir ensemble aussi, puisque mon père adoptif était son parrain. Et donc on a tout le temps été gravité dans nos vies autour de la vie de l'un comme de l'autre. Et donc on a régulièrement aussi des conversations sur l'impact en fait de nos origines et de notre adoption dans notre parcours identitaire, dans notre progression dans nos vies et dans ce qui nous rattache aussi à nos origines. Et donc, je voulais que sa parole soit publique et qu'on entende aussi comment son adoption traverse son process d'homme d'une trentaine d'années. Je voudrais savoir comment tu te présentes. Qui je suis? Eh bien, je m'appelle Gabriel, j'ai 37 ans, je suis originaire du Rwanda et ça fait 30 ans que j'ai été adopté. Alors, ma vie au Rwanda, je vivais au Rwanda avec ma maman, l'une de mes deux sœurs qui était plus âgée que moi, donc chez mes grands-parents maternels. Mon oncle habitait à proximité et il y avait des enfants d'un âge proche du mien. Ma vie était rythmée par la scolarité à raison d'une demi-journée. Et alors avec mes cousins, on aidait nos familles dans les tâches telles que d'aller chercher de l'eau, ramasser du bois dans la forêt pour pouvoir cuisiner, se chauffer. Mes grands-parents avaient des vaches et des chèvres et donc on était chargés de les emmener faire paître et on participait aux récoltes agricoles. Et puis, un jour, on se réveillait sous le son des mitraillettes
mitrailleuses et des bombes, et nous avons dû quitter notre village. Nos déplacements, ils étaient vraiment très très compliqués, puisqu'ici, on devait porter des choses qui étaient dispensables à emporter, et on marchait pieds nus. C'était sous la chaleur. Durant le déplacement pour aller vers les camps de réfugiés, on a perdu notre grand-père qui était relativement âgé. Une fois arrivé au camp de réfugiés, là on a rencontré des conditions vraiment qui étaient très 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 difficiles, puisque nous vivions sous des tentes, on recevait des colis alimentaires de la part de la Croix-Rouge, et plus les jours passaient, plus il y avait de plus en plus de réfugiés, et donc la nourriture se faisait vraiment de plus en plus rare. Deux secondes, je vais un peu te couper, mais est-ce que tu peux resituer en termes d'années quand c'était cette période-là avec quel âge? Là, je devais avoir 7-8 ans. Donc ici, nous sommes en 1993. Donc, j'expliquais qu'une fois arrivé dans les camps de réfugiés, les conditions de vie étaient vraiment très, 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 très difficiles. Donc, nous vivions sous tente. La nourriture se faisait vraiment très, très, très rare. Ma maman est tombée malade et malheureusement, elle est décédée. Ma grand-mère était fort âgée et des responsables du camp de réfugiés sont venus la trouver pour lui annoncer qu'il était possible de m'offrir un cadre plus sécurisé en dehors du camp de réfugiés et que j'aurais un meilleur avenir. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'orphelinat, là où j'ai fait ta connaissance, Marianne. Et alors ici, une fois arrivé à l'orphelinat, on m'a trouvé rapidement une famille adoptive d'origine belge. Et pendant l'instruction de mon dossier, j'étais scolarisé. Et on peut dire plutôt que je vivais dans un cadre de vie qui était plutôt apaisé. Et malheureusement, le 7 avril 1994, il y a le génocide qui a commencé. Et là, il y a la responsable de l'orphelinat qu'on surnommait Mama Philo, une dame qu'on appréciait vraiment énormément, donc qui était de l'ethnie Tutsi. Elle a dû quitter le home pour aller se cacher puisqu'elle était visée par le génocide. Et dans la foulée, on a été confinés dans le bâtiment jusqu'à l'arrivée des paracommandants belges qui sont arrivés le 13 avril 1994. Cette période, durant la pandémie de la Covid-19, ça m'a un petit peu rappelé cette période que nous avions traversée au Rwanda en tout cas. Ce sentiment vraiment d'être coincé et de subir les événements finalement, et de se sentir vraiment impuissant. Si je reprends la pandémie du Covid, c'est quelque chose personnellement que j'ai vécu vraiment très très mal. Je vais dire, même si j'en ai pas parlé ouvertement autour de moi, c'est quelque chose que j'ai vécu très très mal. Et du coup, comment ça se fait que tu es arrivé en Belgique? Dans quel contexte tu as pu être évacué? Et comment aussi tu t'es senti à ton arrivée en Belgique avec tout ce bagage que tu nous as déjà partagé? Ici, l'évacuation de l'orphelinat s'est fait vraiment très 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 rapidement. Donc ici, on a vu l'arrivée d'un dispositif militaire qui était vraiment super impressionnant. Donc avec l'arrivée des paracommandants belges à bord de Jeep, qui étaient lourdement armés avec des mitrailleuses qui pointaient dans toutes les directions. Et donc ici, on citait le prénom d'un enfant et cet enfant allait s'installer dans les véhicules. Et donc ici, on a longuement roulé sur la route. Et puis, on a été embarqué à bord d'un avion 630, donc un avion militaire qui fait énormément de bruit, qui nous a emmenés jusqu'à Nairobi, au Kenya. Et puis de là, on a embarqué à bord d'un avion de la Sabena. Donc là, j'étais certainement épuisé à mon avis parce qu'après, je me rappelle plus trop. Donc dans l'avion, j'ai dû certainement m'écrouler de fatigue. Et surtout, tout ce qui s'est passé en si peu de temps, quoi, je veux dire. C'est assez impressionnant, quoi, je veux dire. De voir débarquer des personnes armées, on était petits, quoi. Oui. C'était méga impressionnant et là aussi, il y avait quand même une certaine crainte étant donné qu'on ne savait pas du tout où on allait être embarqué. Oui, c'est vrai, on suivait. Voilà, on suivait. On subissait les événements en quelque sorte aussi. Et donc arrivé à Bruxelles, donc là on était, voilà, moi j'étais en tout cas rassuré de voir un visage qui m'était familier, celui de ton papa, donc le responsable de l'orphelinat. Et là, on nous a remis à nos familles. Étaient présentes mon papa, ma maman et ma sœur. Pour vous dire l'importance de cette journée, il y a même la princesse Astrid qui avait fait le déplacement pour venir nous voir. Ouais, on a la chance d'avoir des photos avec elle. Ça me fait rire parce que ces photos-là, elles ont été encadrées pendant très longtemps. Moi, je les voyais quoi, dans notre maison. Quoi. Alors, c'était tellement le fait
le fait marquant, quoi. Parce que l'air de rien, on a quand même réussi à être sauvés de l'horreur, quoi, je veux dire. Mais, et donc, du coup, c'était vraiment, on les a sauvés. Et moi, à titre perso, il y avait un peu une ambivalence parce que à la fois, je me disais, ouais, on a été sauvés, mais je voyais constamment dans mes yeux ce côté, qu'est-ce que je fais là? Parce que je comprenais rien. On débarque et tout. Et donc, il y avait aussi une sensation de se dire, en fait, on a immortalisé aussi un peu ma peur, quoi. Un sentiment de, tu sais pas où tu vas arriver, ce qui t'est arrivé, ce que tu quittes, ce que tu vas avoir. Et il y a une photo qui trône. C'est vrai qu'avoir nos têtes sur les photos qui ont été prises justement dans la salle d'attente, c'est de voir nos visages débarquant dans un milieu qui était parfaitement inconnu. Là. Ouais. Maintenant on en rigole, hein, mais sur le moment même, on devait pas rigoler. Ouais, exactement. Non. Et du coup, ton intégration s'est passée comment? Bah ici, donc moi, ce qui m'a impressionné en arrivant ici en Belgique, notamment, c'est qu'ici, dans la représentation que j'avais de l'homme blanc, c'est qu'il ne marchait pas sur terre en fait. Il ne marchait pas sur terre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était à l'orphelinat, bah on nous donnait des catalogues genre 3 Suisses, Ikea à consulter. Et quand on voyait les gens poser, bah ils ne touchaient jamais le sol puisque ils étaient chaque fois sur un revêtement de sol. Donc dans ma représentation mentale, bah, l'homme blanc ne marchait pas sur la terre. La terre pour moi représente la cendrée. Donc là, oui, ça a été une très grande déception en arrivant ici. Et alors ici, l'autre chose qui m'a vraiment impressionné et qui c'est pas dans les habitudes des Rwandais, bah, c'est qu'on a l'impression qu'on mange tout le temps. Donc il y a le petit déjeuner, puis il y a le 10h, le midi, le 4h, et puis le souper. Tandis qu'au Rwanda, si on a 2 repas par jour, c'est déjà beaucoup. Et alors là aussi, j'ai éprouvé des difficultés à m'endormir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au Rwanda, il fait noir très très tôt. Vers 5h30, 6h, le soleil tombe, il fait noir. Tandis que lorsque je suis arrivé au mois d'avril, bah ici c'est plutôt la journée qui commence plutôt à s'allonger. Et donc ici, quand on me disait d'aller au lit à 19h, je ne comprenais pas pourquoi je devais aller au lit alors qu'il ne faisait pas encore noir. Par rapport à mon intégration, bah ici j'ai été chaleureusement accueilli en tout cas par ma famille adoptive, par mes frères et sœurs. Et au niveau de la scolarité, mes parents avaient déjà pris contact avec l'école pour leur faire part que de mon arrivée, qui était quand même assez particulière puisque j'étais un enfant qui provenait d'un pays en guerre, bah, qui était noir et adopté, et en plus de ça avec un handicap au niveau des membres supérieurs. Le fait que mes parents m'aient pu présenter au préalable, ça a vraiment facilité mon intégration. Donc ici j'ai été agréablement accueilli par le corps enseignant et mes camarades de classe. Et alors, comme j'étais plutôt bon joueur au foot, tout le monde voulait que j'aille dans son équipe, en tout cas lorsque la récré arrivait. Donc ici, j'ai appris à parler le français en 6 mois. Mais à l'inverse, par contre, j'ai totalement oublié le Kinyarwanda. Au niveau de la transmission de l'histoire de mon pays, bah ici, quand des émissions TV passaient à la TV, bah je les regardais avec mes parents adoptifs et on en discutait à la fin de l'émission. Au niveau du génocide, c'est un sujet qui était abordé médiatiquement chaque année et qu'on a aussi abordé au niveau du cours de l'histoire. Et alors ici, ma transmission en tout cas envers mes enfants, bah, donc ici il y a toujours les commémorations annuelles. À mon niveau, au niveau de la transmission de l'histoire du Rwanda, il y a les commémorations qui se déroulent chaque année, donc ça permet en tout cas d'avoir un rappel. Bah ici, oui, je vais dire, je suis noir, j'ai le sang rwandais, mais intérieurement, bah, j'ai été élevé comme un blanc. Donc, d'où que je suis plutôt rwandais belgo, je ne sais pas si ça peut se dire, mais voilà, c'est rwando-belge, voilà. Pour la dernière question, c'est pourquoi est-ce toujours pertinent 30 ans après de parler d'avril 94 au Rwanda? C'est vraiment super important de parler d'avril 94. Les événements qui se sont déroulés là-bas sont vraiment horribles et c'est vraiment super important d'en parler chaque année et de faire de la prévention pour ne plus que ce type d'événements se reproduise. Et quel message comme conclusion aimerais-tu passer? Si je prends le cas de ma vie personnelle, la vie m'a appris aujourd'hui en tout cas que tu sais ce que tu as aujourd'hui,
mais tu ne sais pas ce que tu auras demain. Donc, il faut profiter de chaque instant. Merci beaucoup en tout cas Gabriel d'avoir participé à ce 3e épisode du podcast Obundare Hanwa Résilience en Kinyarwanda. Puisque moi aussi, j'essaie de me reconnecter à cette langue que j'ai parlée, mais que j'ai perdue. Parce que toi et moi, on est des générations... Bah toi, déjà, parce que dans ta famille adoptive, il y avait personne qui parlait Kinyarwanda. Non. Et moi, pour ma part, il y avait des personnes qui parlaient Kinyarwanda, mais on était à une époque où quand on adoptait l'enfant, ou que l'enfant même revenait du pays d'origine, même dans une famille qui s'exile, on avait tendance à dire, en fait, il faut que l'enfant parle parfaitement français. Et donc, il faut éviter un maximum de parler la langue d'origine. Et donc, résultat, je ne parle plus Kinyarwanda. C'est pareil pour moi. Et pour revenir sur ta question du début, là, qui était que si c'était une chance ou pas, en tout cas, de t'avoir à proximité, je t'avoue que, je vais dire, toi et ta famille qui habitiez pas loin, vous avez été quand même un fameux repère pour moi. Je veux dire, j'ai eu vraiment cette chance d'avoir quand même des gens, des gens d'origine rwandaise qui habitaient à proximité, chez qui j'allais jouer régulièrement. Ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai qu'on a toujours gravité ensemble. Et ça, on le voit maintenant, vu que tu as quand même pris le risque de faire de moi la marraine de ton fils. Quelle responsabilité! Et donc, ça veut dire qu'on est aussi liés, je le dis en rigolant, mais sache que vraiment, moi, j'estime que c'est un des cadeaux que j'ai eu de la vie, de ma vie d'adulte, qui m'a le plus touchée. Parce que je me suis dit que c'est fou de se dire qu'on a été des gosses qui étaient dans un orphelinat, qui avaient le bagage, chacun de son côté, des raisons pour lesquelles on s'est retrouvés dans cet orphelinat. Et que maintenant, on est tous les deux à une 30aine d'années et on grandit toujours ensemble. Et on est liés aussi par ton fils. Parce que moi, en tant que marraine, j'ai à cœur qui grandissent et qui ne manquent de rien et qui sachent qu'il peut compter sur moi et que je suis là pour l'accompagner. Mais toi aussi, ça veut dire que en faisant ce choix, tu fais en sorte qu'on reste encore liés encore un bon moment. Et c'est pour ça aussi que ça faisait sens de t'inviter pour ce podcast, mais de montrer aussi comment l'adoption crée aussi des liens entre les enfants qui ont vécu cette expérience et qui se permettent d'être des repères l'un pour l'autre. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent, ça fera écho à leur propre process de vie, ou ça leur parlera, mais j'espère que ça en aura aidé en fait des personnes aussi adoptées, parce que l'expérience aussi d'une personne adoptée, c'est souvent d'être seule en fait, ou d'être isolée. Et donc nous deux, on a la chance de pas l'avoir été, quoi, je veux dire. Et ça, je trouve que c'est vraiment dans un process hyper aidant. Et de se poser continuellement aussi les questions. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que t'as déjà eu ces questions-là en termes de, tu vois, par exemple, le miroir de rechercher tes origines? Est-ce que t'as envie, pas envie, etc. On se les est posées. Et d'avoir ces espaces pour ces conversations, c'est hyper riche et ça permet de garder aussi le cap en termes de santé mentale aussi. Oui, tout à fait. Et encore merci Gabriel de t'être prêté au jeu de l'interview et j'espère que tu as passé un bon moment. Merci à toi pour cette invitation. Ce podcast est une aventure humaine et une manière très située et donc non objective, bien que la plus factuelle possible, de rendre hommage et fémage aux personnes touchées de très près ou d'un peu plus loin par le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en avril 1994. Il naît d'un besoin d'humaniser à chaque épisode des personnes qui ont cet héritage visible ou invisible. Ce 3e épisode a mis du temps à être publié car j'ai été bouleversée par la vie.
Le choix d'aborder l'adoption lors de ces 30 ans de commémoration était une façon de faire un pont avec le mois des adoptés. Un mois de sensibilisation et d'action individuelle et collective pour mettre en avant les voix et les vécus et les enjeux des personnes adoptées. Cet épisode a été diffusé pour la première fois le samedi 9 novembre lors du festival Arborescence, le premier festival belge francophone qui raconte l'adoption par les personnes adoptées. Le mois de novembre n'a pas été choisi par hasard car c'est le mois qui a été justement désigné il y a plus de 30 ans dans les pays occidentaux anglophones pour mettre en avant ces narrations peu visibles ou entendues car très rarement accessibles, vues comme elles sont perçues comme minoritaires, minorisées et peu relevantes dans les anciens narratifs. L'adoption est souvent racontée par les organisations qui s'en chargent, le narratif du sauveur ou de la sauveuse de la misère, les professionnels de la santé, les services sociaux, les avocats. Le mois des adoptés est un mois qui amplifie les voix des personnes adoptées, qui amplifie les thématiques qui les portent, qui amplifie les besoins revendiqués par ces personnes qui vivent l'adoption de A à Z et l'incarnent depuis tout le temps, mais dont on en parle si peu. Le mois des adoptés est un mois qui amplifie la pluralité des parcours. C'est aussi un mois qui amplifie les sujets sous-jacents qui comportent et impliquent l'adoption. Ce 3e épisode me vient de cette volonté de faire ma part. Bounty, c'est ce terme souvent étiqueté sur les parcours des personnes africaines ou afrodescendantes qui ont vécu l'adoption et la vivent encore jusqu'au bout de leur parcours et de leur chair. Cet épisode a été entendu lors de la rencontre Écoute collective avec Sun Chim Courrier, qui a créé un formidable podcast Vous avez eu tous les visages, qui est aussi en libre écoute sur www.radiola.be. Je le mettrai dans la barre de description si ça vous intéresse. Il aborde également l'adoption sous d'autres prismes, les expériences de personnes, particulièrement de femmes adoptées par des parents adoptants belges et elle née en Corée du Sud. La rencontre a été enregistrée et je m'occupe du montage et reviens bientôt avec cette autre archive Nuancier Média liant le podcast Ubundahe Hanoi et le festival Arborescence. Enfin, je tenais également à rendre hommage à un ami, Sylvain. Il était là lors de l'écoute collective et lui-même a aussi documenté la quête de son histoire en tant que personne adoptée rwandaise ayant ce génocide en héritage. Avec le documentaire Descendre dans la tête, qui retrace l'histoire de Sylvain, réalisé par son cousin adoptif Patrick, documentaire disponible sur YouTube sur la chaîne Instant Production. Je le mettrai également en lien dans la description si cela vous intéresse. Je rends hommage à Sylvain qui nous a malheureusement quittés le samedi 23 novembre dernier. Sylvain était avec Gabriel et moi à l'orphelinat. Il avait le même âge que moi. Nous étions ensemble dans l'avion le 13 et le 14 avril 1994. En 2011, il est parti avec son cousin adoptif, réalisateur, pour tenter de retrouver sa famille biologique et plus d'informations et de traces de sa vie à l'orphelinat et avant l'orphelinat. Parce que toutes ces expériences et ces brides de souvenirs l'habitaient à la fois dans ses cauchemars la nuit, mais également dans toutes ces images de ce possible passé et de ce qu'il aurait été et de tous ces points d'interrogation lorsque l'on lui posait la question de « Qui es-tu, Sylvain ?»
Descendre dans la tête, c'est cette quête, une quête infinie, inassouvie. Il est rentré de ce voyage sans les réponses à ses questions. Elles ont continué à l'habiter malgré tout. Il parlait d'y retourner, de créer un peu sa vie là-bas, dans ces échanges, je m'en rappelle. Alors je tenais à lui rendre hommage, à lui qui était sans cesse en chemin pour savoir, avoir accès à son histoire et les êtres qui ont été sa source et ses racines. Il était aussi très reconnaissant de sa famille adoptive. Il parlait de ses proches, de leurs moments en famille avec tendresse et un grand sourire. Sylvain était aussi une des narrations de l'adoption. Je pense fort à lui depuis son départ. Je pense à nos échanges, à nos derniers mots lors du festival Arborescence. Merci à lui d'avoir pris part au festival. Que la terre lui soit douce. Pensez aussi à sa famille de naissance et adoptive et à tout le village qui l'a entouré au mieux. Ravi d'avoir fait partie de son aventure complexe et réelle. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci aux personnes qui étaient là lors du festival. Ce deuxième projet porté par Nuancier Média était incroyable grâce à vous. Donc sincèrement merci. Et merci aussi à vous d'avoir pris le temps d'écouter ce troisième épisode Bounty que j'ai essayé de faire au mieux et j'espère qu'il vous sera utile parce que je pense sincèrement que les narrations autour de l'adoption méritent plus de lumière parce qu'ils disent énormément de notre manière de faire société, de créer le faire famille, de donner la possibilité et de permettre la possibilité aux personnes de s'appartenir et de se raconter comme elles le souhaitent et de créer ces liens malgré le déracinement et de créer aussi ces ponts, répondre à ces questions si l'on le souhaite et ne plus se sentir seul parce que nous sommes bien plus que ça, ces interrogations et nous sommes aussi nombreux et nombreuses à avoir cette expérience et ces identités parce que l'histoire de l'adoption est vieille comme le monde, bien qu'elle soit souvent taboue ou perçue comme non relevante, elle est notre société et donc ces individus. Je vous laisse et à bientôt. Et merci à Douchime d'avoir habillé le podcast. C'est tellement chouette d'avoir cette ambiance musicale qui correspond à l'idée de Ubundahe Hanwa. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Nuancier Média, sur Instagram aussi à Nuancier Média et sur YouTube aussi à Nuancier Média. Bye!